Oui, parce qu'on va pas reparler de Silent Hill. Enfin, presque pas. Presque pas. On est d'accord, Salomé, puisque effectivement, on en a parlé à la fois sur l'horreur. On en a parlé de Silent Hill 2 et de son remake en plus. Ouais, mais c'est un jeu tellement intéressant et tellement riche. Il y a toujours moyen de dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus vrai qu'on a une vraie représentation en fait, et c'est vrai que ça peut être un épisode à part entière de la santé mentale finalement du personnage principal, que ce soit dans le 1, 2, 3, etc. Dans toute la série, c'est ce qui les différencie autant en fait finalement d'un Resident Evil. C'est pas la nature des monstres, c'est la nature même du jeu. On n'est pas confronté à une corporation méchante, on est confronté à ses propres démons finalement. C'est vrai que les protagonistes de Resident Evil restent étonnamment sains d'esprit après tant d'aventures, enfin mésaventures, alors que c'est vrai que chaque personnage qu'on incarne, en tout cas dans les titres de Silent Hill, oui, effectivement, on va comprendre très vite, en tout cas si on avait des doutes, que ça va pas très très bien dans la vie, quoi. C'est chaud et effectivement l'idée c'est que pour cet épisode de 1 pixel près on puisse parler notamment de la représentation de la santé mentale dans les jeux d'une façon générale, puisque toi à côté, donc on a beaucoup parlé donc de ta passion des jeux d'horreur, mais avec ton bagage alors le côté horreur j'aime bien parce qu'il y a le côté littérature moderne pour laquelle tu es diplômé, mais de l'autre côté vu que tu as un diplôme en criminologie avec des études aussi en psycho forcément, à un moment donné tu t'es aussi penché vers cette partie-là de l'humain, ce qui est assez important, et vu que tu joues souvent, souvent tu as dû être confronté justement à des représentations plus ou moins fidèles, j'imagine, de la santé mentale. Alors pas seulement dans les jeux vidéo, c'est dans tout finalement, que ce soit les romans, que ce soit les films. Il y a, on va dire, la version fantasmée d'une maladie, par exemple. Le raccourci très courant et qui va énerver, je pense, pas que moi, toutes les personnes qui ont un peu étudié la psychologie, c'est la schizophrénie, c'est du dédoublement de personnalité, alors que pas du tout. Donc on a vraiment des représentations plus ou moins fidèles, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans toute forme de fiction, finalement. Il va y avoir vraiment des créateurs mieux renseignés que d'autres. Ouais, Après, ça peut être aussi un choix complètement assumé de dire voilà, nous, on a décidé de faire pour raconter notre histoire, de distordre complètement la réalité et d'exagérer entre guillemets le trouble qu'on a voulu aborder. Et finalement, ça peut être aussi un pied de nez dans le sens où il y a pas très longtemps, il y avait une reprojection de L'Exorciste que j'avais été voir avec une amie. Et on rigolait parce qu'on se disait, donc forcément, donc cette gamine, donc Regan, est possédée donc par un démon, Pazuzu, et donc bien évidemment, Amérique moderne, etc. Tout ça, la mère donc l'amène voir des médecins. Et le médecin qui sort, non mais on pense que votre fille est bipolaire, je sais plus c'était quoi le terme, et là ma pote qui me regarde au cinéma qui fait, alors le lit bouge tout seul, elle tourne la tête à 360 degrés, elle vomit vert. À partir de quand c'est des symptômes, ça, de la bipolarité, en fait. Et c'est vrai c'est évident que c'est pas un trouble mental classique, en fait. Oui, mais c'est comme quand t'es un peu rapide à la détente ou que t'as une bonne adaptabilité et puis d'un coup t'es HPI. C'est un peu Ouais. C'est un peu le pendant, quoi. Oui. Non, mais c'est que ça peut servir dans la narration dans le sens de, vous voyez, tout le monde minimise en fait en pensant que c'est de la bipolarité, alors qu'en fait non, pas du tout, c'est une possession démoniaque. Ça peut être assumé de cette façon-là aussi finalement, mais c'est vrai que des fois il y a des représentations un peu grossières. Un peu grossière, ouais. Et des fois, c'est aussi, alors surtout dans les comics notamment, puis on l'a vu aussi dans les adaptations super-héroïques, on a Spider-Man 2 de Sam Raimi notamment, on a
Iron Man 3, où en fait on est sur finalement, alors ce qui n'est pas représenté comme un problème de santé mentale, alors qu'on a Tony Stark qui fait des crises de panique à répétition, on a Peter Parker qui perd ses pouvoirs parce qu'il sait plus où est-ce qu'il est en tant que personne, mais c'est plutôt représenté comme finalement des défis du héros à surmonter, mais rarement à vivre avec. C'est-à-dire que c'est souvent cette espèce de truc un peu particulier on essaie de surmonter ça comme on surmonterait un ennemi, alors que là pour le coup ça vient de soi, et des fois il y a une part d'acceptation, notamment voilà, Tony Stark avec ses crises de panique par rapport à la bataille de New York. On a aussi Jessica Jones par rapport au retour justement de son agresseur, où elle va devoir elle en a même des visions le jour, enfin bref, elle l'entend, etc. C'est là où ces représentations sont très intéressantes, parce que on étudie très vite en psychologie, et quand on connaît un petit peu le domaine, le lien très fort finalement entre mental et physique. Et ça s'est vu aux prémices finalement de la psychologie, où des cas de paralysie ne pouvaient pas s'expliquer sur le plan physiologique, mais s'expliquaient par contre sur le plan psychologique. Effectivement, ce rapport. Justement, tu mentionnais Peter Parker qui perd ses pouvoirs donc physiques, qui perd sa force, qui perd sa capacité à produire de la soie et tout au niveau de ses poignets. C'est parce qu'en réalité, il a cette espèce de truc qui travaille au fond de la tête, et ça, il y a l'impact au niveau physique. Et c'est vrai qu'il y a énormément de patients réels, pour le coup, qui vont avoir des traumas, qui vont avoir des souvenirs plus ou moins enfouis, dont le corps va se rappeler. Et là, il y a une répercussion, et là, ça demande donc tout un travail, forcément, avec un corps médical spécialisé, bien évidemment, en psychologie, et non plus seulement de la rééducation physique ou comment dire, en tout cas, voilà, tout ce qui va toucher au corps physique réellement, quoi. Il va falloir soigner les deux, quoi. Exactement. Ouais. Pour pouvoir résoudre le problème qui se révèle finalement double. Et c'est vrai que ça, dans le jeu vidéo, on l'a de temps en temps. Tu nous avais parlé notamment de Amnesia, où le personnage doit rester dans la lumière, sinon on finit par avoir finalement... des hallucinations, etc. Oui, il y a la santé mentale qui doit être gérée au même titre que la santé physique, puisqu'on a les coups donc des monstres qui, bien évidemment, nous blessent, nous font saigner et donc peuvent nous faire mourir. Alors, dans Amnésia, on ne peut pas mourir de folie, entre guillemets. Par contre, effectivement, si on s'expose à des conditions pas du tout rassurantes, donc rester dans le noir pendant très longtemps, être à proximité des monstres également, c'est au lieu de fuir, d'être à côté d'eux, c'est vrai que ça provoque chez le personnage donc des palpitations, des hallucinations, voilà, tout un éventail finalement d'émotions, de réactions face au danger comme ça, même si il n'est pas physique pour le coup. Ouais, et c'est vrai que notamment dans Visage, c'est un jeu d'horreur première personne où notre santé mentale, donc là il y a toujours cette histoire de lumière, comme quoi finalement voilà, ils ont gardé ça. L'idée c'est que c'est aussi un moyen pour eux de réorienter en fait le personnage sur la bonne voie, en tout cas le joueur, puisque si jamais on se plante, notre santé mentale dégringole, et en fait ça attire finalement entre guillemets le monstre. Oui, il y a un côté aimant dans beaucoup de jeux. Ouais, souvent c'est quelque chose qui va prendre place, soit effectivement sur la partie narrative très forte. On en a beaucoup parlé à un moment donné, c'était Hellblade, Senua's Sacrifice, où en fait on a un personnage principal féminin qui essaye entre guillemets d'accomplir sa quête, pour pas trop en raconter, mais qui en fait malheureusement va souffrir de pas mal de choses, notamment finalement d'hallucinations auditives, visuelles, de lutte interne finalement. C'est présenté au début comme si elle traversait l'enfer, hein. Mais c'est vrai que c'est un enfer où on se rend compte que c'est pas la représentation classique, et c'est très introspectif finalement tout ce qu'elle va vivre. Oui, c'est ça, et c'est
Il y en a beaucoup qui ont salué justement cette représentation de l'hallucination et surtout de ce que ça signifie en fait de vivre avec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas simplement sur quelque chose qu'on peut combattre, comme on peut l'avoir dans certains jeux où il suffit juste de vaincre l'hallucination et puis elle disparaît. Là, c'est quelque chose qui va revenir et on le sait. Et donc, il y a un côté crise, entre guillemets, alors que, effectivement, on a notamment tout un pan du jeu de rôle et du jeu de société où en fait la santé mentale au final ça va devenir une ressource comme une autre. On pense notamment aux Demeures de l'épouvante, toute la saga Arkham, effectivement. toute la saga Arkham où en fait la santé mentale ce sont des pions que vous perdez comme de la santé physique. Ça peut signifier votre perte, en tout cas la perte de votre personnage, sachant qu'on va avoir des effets de jeu qui vont cibler des fois les personnages qui vont avoir le moins de santé mentale, précisément parce qu'au bout d'un moment, en fait, on récupère notamment des cartes qui nous font agir au-delà même de ce qu'on souhaite nous. Du coup, potentiellement, notre personnage devient... Alors, c'est toujours, très peu logique, on va dire. Il y a le côté très classique de mon personnage, en fait, il est à côté du tien, et vu qu'il a une carte folie, en fait, il devient kleptomane. C'est ça. Voilà. C'est, Il y a des cartes conditions, à force d'avoir cumulé pas mal de pertes en termes de santé mentale. Voilà, c'est... Mais après, tu vois, contrairement à Amnesia, même si ça tient du jeu vidéo, là, sur les jeux de plateau, notamment dans les contrées de l'horreur, on peut mourir de folie. C'est vraiment 2 jauges de santé à maîtriser. Tu évoquais le fait de s'habituer à vivre avec plus ou moins de succès aux hallucinations, aux conditions liées aux troubles mentaux. Là, pour le coup, on a vraiment... on n'est plus du tout sur ce truc de tant pis, mon personnage va être incontrôlable ou va avoir ça comme condition, par exemple kleptomane. Là, on a vraiment, où, au bout d'un moment, soit le personnage finit au cimetière parce que il a été tué physiquement, ou alors il finit dans un asile psychiatrique, et là, c'est complètement désemparé, soit dans un état catatonique, soit complètement fou, voilà. On le perd de 2 façons possibles, finalement, dans les jeux d'Arkham. Ouais. Et pareil, on a une façon très peu, finalement, très raccourcie, mais en même temps, c'est de la mécanique de jeu, oui. De regagner sa santé mentale, des choses comme ça, de se débarrasser même de ces conditions. Et on est dans le contexte de Lovecraft où, effectivement, ça va très vite, la folie. Enfin, on voit que Cthulhu, il suffit de le voir pour devenir fou, finalement. On est globalement sur une espèce de monstre. Alors, la plupart de l'indicible, en termes de monstres, les grands anciens, etc., vous imaginez une montagne vivante, déjà de base avec des yeux potentiellement gigantesques ou pas, des qui vous regardent. Des tentacules à la place d'une bouche, des ailes de chauve-souris, et ainsi de suite. C'est ça. Mais c'est que on pourrait se dire peut-être que certaines personnes peuvent survivre à ça ou peuvent mieux résister, alors que pas du tout. Oui, c'est le principe même. C'est la condition. On voit que Cthulhu, on perd toute lucidité, on perd toute raison et on devient fou. Il n'y a pas de juste milieu ou quoi que ce soit. Tout à fait. Il y a un épisode de Love, Death and Robots justement sur une rencontre comme ça où au bout d'un moment ça finit par vraiment gangréner pas mal de persos. Et à côté de ça, effectivement, dans les Demeures de l'épouvante, ça joue de 1 à 5 personnes, avec une application qui va vous permettre de placer les tuiles pour former en fait finalement le lieu que vous souhaitez explorer. Et ce lieu-là, en fait, potentiellement va vous proposer des menaces différentes. Par exemple, s'extraire extrêmement vite parce qu'au final, le lieu entier est un piège. Ou au contraire, empêcher un rituel. On va avoir donc nos personnages qui vont perdre de la vie, perdre de la santé mentale. Et évidemment, le twist narratif, c'est que vu qu'on est vraiment en complète coopération, évidemment, si je récupère une carte horreur, ça sous-entend que mon objectif peut avoir changé. D'un coup, je deviens kleptomane, d'un coup, je deviens une menace potentielle pour le groupe, ce qui fait que peut-être c'est pas une bonne idée de rester sur ma case à moi. Puisque il peut se passer des choses jusqu'à ce que mon objectif de fin de partie change par rapport au reste des personnes. Il y a
quelques cartes, je crois qu'il y en a 2 dans le paquet entier, où en fait le principe c'est justement je m'allie en fait finalement au monstre pour pouvoir gagner, quoi. En tout cas, tu fais cavalier seul et voilà, et le copain, c'est plus trop le copain, quoi, finalement, de la bande. Effectivement. Alors que, bon, évidemment, on est sur une partie qui est vraiment quelque chose de très fermé, c'est-à-dire que la plus grosse partie des demeures de l'épouvante que vous pouvez faire, elle dure 7 heures, mais oui, c'est beaucoup 7 heures, mais il y a un seul scénario qui vous demande d'aller jusque-là. La plupart du temps, ce sera plutôt 1h30, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Mais il faudra voilà, que je vous fasse tester le scénario de 7 heures. On fera une émission de radio pendant quel enfer. En tout cas, c'est vrai que cette santé mentale-là, cette santé mentale mécanique, au final, c'est un petit peu comme dans les jeux quand on prend dans Far Cry, quand notre personnage prend une balle d'arme à feu, et en fait on le voit juste faire un bandage sur la main. L'animation, c'est ça. Et au final, bon, ça permet juste d'aller mieux sur le moment. On est vraiment sur une logique mécanique qui est certes intéressante, mais qui va pas justement sur cette représentation pleine. Et c'est vrai que la représentation de la santé mentale dans les jeux, il y a quelques astuces qui sont intéressantes, notamment effectivement la perte de contrôle du personnage. On a Darkest Dungeon, où en fait on a la même chose que dans Horror Arkham, sauf que c'est nous qui indiquons à l'équipe comment s'affronter vis-à-vis des monstres d'en face, comment affronter les différentes situations. On les positionne en fait sur 4 postures, donc on a tout devant, juste derrière, et ainsi de suite, jusqu'à celui qui est derrière cette espèce de fil, et en face vous avez les monstres qui vont faire de même. L'idée c'est que votre santé mentale, elle fait que potentiellement en fait votre personnage, c'est très mécanique aussi, si le personnage est tout devant, ça va pas aller. S'il est tout derrière, ça va pas non plus. Et donc potentiellement, ça vous rajoute en fait des contraintes de placement, mais qui sont finalement encore très loin de la représentation de la santé mentale telle que toi finalement tu l'as étudiée. Et c'est là où potentiellement il y a peut-être des trucs à faire. Oui, après comme ce que je disais au début de l'émission, ça va dépendre finalement. Est-ce qu'il y a une volonté de raconter une histoire et de passer par un biais d'un trouble mental connu ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'il y a un désir aussi tout simplement de représenter et d'éveiller finalement les consciences des personnes qui vont jouer à ce jeu et se rendre compte de ce que c'est réellement, finalement. Par exemple, que ce soit la dépression, c'était notamment, je me souviens, Gris, qui était sorti, si je dis pas de bêtises, 2018 ou 2019, où c'était justement sur le deuil, en fait, et c'est cette volonté de reconstruire ce qu'on a perdu, tout ça. Donc ça va dépendre. Soit ça peut être justement un choix complètement assumé, ou alors une recherche de représentation et justement de communiquer là-dessus. Oui, justement, le principe aussi d'explorer la santé mentale, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'aller sur l'horreur. Non, pas du tout. On peut aller au contraire sur quelque chose de très beau visuellement, de plus contemplatif finalement. Et c'est vrai que c'est là où aussi on va pouvoir avoir des représentations qui vont parfois aller plus de la partie poétique que de simplement de provoquer en fait finalement par quelque chose de monstrueux. Des fois la santé mentale ça peut aussi revêtir quelque chose de plus coloré, quoi. Malgré mon amour pour le genre horrifique, c'est vrai qu'il serait temps enfin de dissocier justement la partie horreur de la partie troubles mentaux, dans le sens où pendant très longtemps on a cataloguer les schizophrènes comme des personnes dangereuses. Il y avait eu des études, je m'en rappelle, je crois que c'était dans les années 70 ou 80, par exemple, le taux de pourcentage qu'on avait de se faire tuer par une personne schizophrène, enfin, ça allait très très loin, quoi. Et il serait peut-être temps justement de basculer de l'autre côté et de se mettre à la place un peu de l'autre, comme tu disais, dans un contexte plus poétique, même si on aborde des sujets compliqués. Donc c'est dur aussi de faire un juste milieu entre une représentation
abordable, une représentation presque positive, avec un sujet quand même qui n'est pas facile à vivre tous les jours. Donc c'est vrai que ça peut dépendre. Mais effectivement, d'arrêter de représenter la personne qui souffre de troubles mentaux comme justement un possible antagoniste, un possible... voilà. C'est pour ça que c'est de pouvoir incarner une personne comme dans Hellblade, souffrant justement d'un trouble mental, c'est intéressant parce que justement, peut-être pas d'aller jusqu'à s'identifier, mais en tout cas de faire un effort de compréhension finalement. Dans Outlast, par exemple, on a effectivement, le premier, en tout cas, on débarque dans un hôpital psychiatrique. Alors, c'est un hôpital psychiatrique qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle des UMD, qui sont des unités pour malades difficiles, où ce sont des personnes, effectivement, qui sont aussi dangereuses pour les autres, mais que pour elles-mêmes, finalement. Et là, ça demande effectivement une vigilance et des soins très, très poussés. Donc, on pourrait dire que Outlast, à la rigueur, voilà, pour les besoins du genre horrifique, on aborde carrément cet angle de vue vraiment extrême, mais en même temps, il ne revendique pas une représentation particulière. De tout le genre, on ne parle pas forcément de troubles, en fait. À aucun moment, on dit cet ennemi-là, par exemple, est schizophrène, cet ennemi-là est bipolaire, cet ennemi-là est dépressif. On n'en parle absolument pas, en fait. C'est vraiment presque censuré, et on passe directement à section horreur, voilà. Ils sont dans un asile psychiatrique, ils sont dangereux, il faut survivre. Oui, c'est ça. C'est souvent, en fait, on associe l'asile à une thématique d'horreur ou à une thématique d'antagoniste, comme dans Batman, Arkham Asylum, là où Batman lui-même voit l'asile comme une opportunité, en fait, pour les super-vilains d'accéder à la rédemption. Justement, une série tirée de jeux vidéo où on voit justement des bouts de santé mentale pas forcément toujours bien représentés, mais voilà, c'est Arcane, puisqu'on a Jinx qui entend des voix, qui voit des choses et qui essaye de lutter, mais où on la voit justement être sur la brèche systématiquement. Justement, il y a une petite musique pour la pause musicale qui s'appelle Bite Marks, qui est de League of Legends mais aussi de Théia, et on écoute ça de suite. De retour sur Radio Clapas 93.5 FM, nous étions en train de discuter de santé mentale dans le jeu, de différentes représentations. Effectivement, il y a une espèce de corrélation avec les thématiques horreur qu'on a abordées il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il faut aussi se dire que la santé mentale, elle est aussi abordée d'un point de vue des fois de vivre avec et de dépasser en fait le stade de subir certaines choses. Tu parlais de Gris. Il y a aussi le jeu vidéo indépendant Céleste, qui est magnifique, où c'est une jeune femme qui gravit le mont Céleste, et en fait elle souffre d'anxiété, elle souffre de dépression, et du coup gravir ce mont, c'est aussi une façon pour elle de... C'est une métaphore effectivement sur l'anxiété. En fait, ce qui est intéressant avec ces jeux-là, c'est que on s'écarte du côté horrifique pour basculer dans le poétique, en sachant que l'art, forcément, il y a ce qu'on appelle l'art-thérapie qui est très nécessaire dans justement, pour certaines personnes pour pouvoir s'émanciper de ça. Mais effectivement, c'est qu'il y a une représentation de pouvoir surmonter la chose, et c'est porteur d'espoir finalement. Totalement. J'avais fait Figment, le premier du nom qui est, et le 2 aussi, où en fait on joue Courage, qui est accompagné de Espoir, et l'idée c'est que dans le 1 notre personnage malheureusement fait une dépression, et du coup on va essayer de combattre justement ces cauchemars qui justement sont ça attaque directement alors c'est les émotions, je crois. Alors que dans le 2 c'est ça, dans le 2 c'est les convictions, c'est le compas moral qui est perdu, et donc du coup dans le 2 il s'agit de rétablir le compas moral de la personne, alors que dans le 1 c'est vraiment les émotions qui en fait sont parasitées complètement, voire même sont emprisonnées. Et donc l'idée c'est carrément d'aller chercher les émotions là où elles sont. Lors d'une dépression, en fait, les émotions sont complètement inhibées, donc ce qui rejoint très bien, enfin là pour le coup il y a une représentation fidèle finalement sur le plan médical, mais tout en conservant le côté poétique finalement et artistique voulu du jeu.
Bah en plus c'est un jeu qui est tout mignon, couleur pastel, c'est super beau. Et côté jeu de société, un qui m'avait beaucoup marqué, c'est Cerebria. Alors c'est spécial parce que c'est du contrôle de zone par équipe. En fait, on va placer des cartes dans un plateau circulaire. L'idée, c'est que selon où est la carte, on va pouvoir activer des pouvoirs. Et en fait, on a des jetons de volonté qu'on va pouvoir finalement dépenser pour construire une personnalité. Selon notre équipe, on peut incarner la joie, on peut incarner l'amour, mais on peut aussi incarner l'anxiété, on peut incarner des choses plus négatives. L'idée étant de construire la personnalité de quelqu'un. Ce qui rejoint un peu le propos de Vice Versa, c'est le côté il faut un peu de tout. Et justement, il y a une troisième équipe d'ailleurs qui peut rejoindre la partie où là on est carrément le rôle du neutre. C'est-à-dire que on doit construire cette personnalité en ayant un équilibre entre joyeux et triste pour avoir quelque chose c'est vraiment l'équipe de l'équilibre. Et c'est vrai que cette santé mentale là, elle est intéressante parce qu'il y a une idée de faire avec. Dans Figment, il s'agira plutôt de dépasser, mais là, on est vraiment sur quelque chose de toujours très coloré. Est-ce qu'on a finalement un jeu où on rejoint quand même une thématique un peu réaliste, un peu où on sort un peu de ce côté coloré pour vraiment aborder un thème? Alors, aux antipodes, quelque chose qui n'est pas coloré du tout, je pense à Heavy Rain. Qui est donc là un thriller donc conçu par David Cage, où on va incarner 4 personnages à tour de rôle sur un tueur qui s'appelle le tueur aux origamis qui s'attaque à des enfants, et l'un des personnages est un père en dépression puisqu'il a perdu un petit garçon, alors suite à un accident, pas tué par le tueur, mais un drame familial. Et la dépression vraiment est représentée de façon c'est réaliste. Les personnages ressemblent à des monsieur et madame tout le monde. C'est voilà, on a on assiste à des scènes de vie assez classiques. Et là, on a justement ce personnage donc de Ethan qui lui, par contre, perd son premier enfant et justement essaie de surmonter ça. Et ensuite, selon la partie, soit on l'aide effectivement à surmonter cette perte et ce trouble, ou alors les conséquences peuvent être plus dramatiques au contraire. Oui, effectivement, il y a vraiment cette idée de choix, là où dans certains jeux, c'est la condition de victoire, c'est forcément de battre sa dépression. Là, il y a quand même un choix à faire. Là, il y a l'enquête. En plus, c'est ça, c'est vraiment un jeu à choix et c'est l'enquête qui est en parallèle puisque chaque personnage il y en a un qui souffre d'addiction, une qui a des terreurs nocturnes. Donc on a vraiment finalement ils ont chacun leur démon, si on peut dire. Et en fil central, cette enquête, justement, et le genre du thriller se marie aussi plutôt bien avec la psychologie, puisqu'on est confronté à des traumatismes, on est à des situations difficiles, et ça peut mettre en scène justement des répercussions, que ce soit donc la paranoïa ou alors la dépression. Voilà, c'est... Et tu penses que jouer à ces jeux-là, ça peut aider à poser des mots en fait pour les gens qui auraient justement ce type de problématique? Est-ce que tu penses que ça aiderait des gens à les accompagner dans une première démarche? En fait, probablement dans le sens où ça me rappelle justement la fameuse chanson de Stromae, donc L'Enfer, où il aborde donc ses pensées suicidaires. Et à un moment, il y a cette phrase où il dit qu'au moins il n'est pas tout seul à être seul. Et c'est vrai que ça peut être un réconfort. Il y a des études de toute façon qui précisent que les jeux vidéo sont bénéfiques pour la santé mentale. Ça peut être même carrément, ça peut ralentir par exemple la maladie d'Alzheimer en fait. Donc il faut pas croire que le jeu vidéo n'est qu'un divertissement. Il y a vraiment en fait une action de stimuler le cerveau et ça l'amène justement à se recentrer, à pousser à la réflexion. Et je pense que les personnes justement peuvent jouer à ces jeux soit pour découvrir, se dire voilà en fait moi je connaissais pas ce trouble mental et là j'en ai un premier aperçu, ou alors pour des personnes qui en souffrent et justement de se dire que parce que le pire finalement dans la condition humaine c'est pas vraiment le trouble mental, c'est la solitude au final, et de pouvoir
voir que d'autres personnes se sont renseignées, peuvent le vivre, peuvent le surmonter, je pense que c'est très important, ouais, effectivement, en termes de représentation, que ce soit plus réaliste ou plus artistique, mais en tout cas, ça permet justement de se dire voilà qu'on n'est pas seul. Et effectivement, voilà, il y a beaucoup de jeux en fait qui vont aborder ces thématiques-là, et autant vous qui nous écoutez, vous en avez plein en tête. Mais effectivement, voilà, cette émission touche déjà à sa fin. Ce sera l'opportunité de discuter encore de ces jeux qui sont très 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 riches dans ce qu'ils proposent. Et en attendant, Salomé, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et puis à très bientôt.